on continue avec 27 for Life. On va démarrer maintenant dans quelques instants l'émission Austrasie et tout le monde, il est beau, qui va, c'est une émission conjointe qui va apparaître dans quelques instants. Je devrais d'ailleurs avoir déjà autour de la table l'ensemble des invités, mais ils n'arrivent pas. Je crois qu'il y a un petit problème. Donc voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Ici, on est dans l'émission de la Principauté d'Austrasie, donc les gars... Ah non, aujourd'hui c'est tout le monde il est beau. En T'avais Austrasie. dit tout le monde il est beau. En Austrasie. Où tu veux, mais c'est tout le monde il est beau qui commande. Non, c'est tout le monde... Bon, tout le monde est beau. Attends, je regarde un petit peu. Puis là, moi je crois que c'est... Je pense que c'est toi qui commandes, c'est vrai. Oui. Mais t'es tout seul. Oui, je suis tout seul, en fait. Tout seul, ça va être difficile face à nous trois. Ouais, mais enfin, bon, t'as vu la veste que j'ai, la classe. Allez alors, bon, on la ferait pas ensemble? Ouais, allez, on va la faire ensemble, on va être ensemble. sympa. Bon, tout le monde est assis, tout le monde il est prêt, tout le monde il est beau, en Austrasie. Eh bien, bonjour chers auditeurs de Radio 27 et bienvenue dans cette émission de Tout le monde il est beau en Austrasie. Voilà, donc on va pouvoir commencer notre émission, donc pas de générique aujourd'hui parce que... attends, on va la faire. C'est nous... Ah oui. La 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 la. Donc pas de générique aujourd'hui. Donc on va continuer notre tour de table. Donc après nous avons Thierry. Bonsoir Thierry. Bonsoir Michael. Bonsoir Prince Bernard. Bonsoir. J'allais dire Laurent. Non. Moi, je n'ai pas de dotation. D'accord. Oui, mais par contre, je travaille moins. C'est l'un dans l'autre. Oui, c'est ça en fait. Le problème, c'est qu'on ne sait pas lui diminuer sa dotation parce qu'il n'y en a pas en fait. Donc voilà. Enfin, c'est juste, On s'en fout en fait. Finalement. Oui, on s'en fout. Alors après, nous avons notre héros Jean-François qui est là et qui va aujourd'hui qui n'est pas aux platines. Non, il m'a laissé la lourde tâche de m'occuper des platines. Comme je vois que tu es bien habillé, ça nous permet en fait d'avoir du temps pour faire autre chose en fait. Voilà. On a un illustre inconnu qui a mis une écharpe. Ne critique pas son prince comme ça, sinon après de lapidation, il y a encore d'autres tortures. Oui, et alors, notre dernière invitée, on va dire. Et aujourd'hui, voilà, maintenant je dépose le micro et je vais prendre ma guitare, puisque je vais vous proposer tout à l'heure avec Sophia, en direct, des petits morceaux live. Ah, et vous allez faire concurrence au gars qui chante sur la Grand Place? Ah ben ça, et quelle concurrence! Voilà. Qui chante sur la Grande Place? Il y a un truc sur la Grande Place, raconte un peu là, parce que je sais pas bien, vas-y. Mais en fait, j'en sais rien. C'est la question que j'allais vous poser. Je me suis renseigné et je trouve quand même scandaleux qu'au XXIe siècle, à notre époque maintenant, on puisse se permettre d'enfermer 3 personnes à la vue de tout le monde, comme ça. C'est purement scandaleux. Donc on ne pense pas le drame humain que ces 3 personnes sont. Ils dorment dans ce cube, ils ne mangent pas sans manger en plus. Non, c'est de la véritable torture. Attends, excuse-moi, mais du côté de l'Austrasie, là vous êtes des marrants, mais quand même. Moi j'avais imaginé ça, quoi. Je m'étais dit, mais finalement l'Austrasie, c'est vrai. Ce que Bernard me raconte, c'est vrai. Et d'ailleurs, la preuve, ils ont déjà inauguré la première prison d'Austrasie sur la Grande Place. Et là, je louais. Mais tu me dis que c'est pas vrai, quoi. Non. En fait, c'est... Non, mais non. Voilà. Non, c'est pas une prison. Est-ce que ce cube n'est pas une micronation en elle-même? Moi, je me demande si c'est même pas le remplaçant de la micronation d'Austrasie, tu vois. Je me demande s'ils sont pas venus pour les jeter. C'est une vengeance princière. La RTBF est venue filmer et a consacré au prince d'Austrasie exactement 30 secondes sur son JT. 30 secondes alors qu'il était là, quoi. Faut pas déconner. Donc c'est une punition. C'est une punition, tu crois? Mais une punition de qui? De RTBF, parce qu'évidemment, c'est normal que quand on vient comme ça dans un territoire, on parle du prince et tout ça, et que... Mais comment? C'est qui m'a mis ce micro-là? Moi, je ne sais Oui, pas. non, mais c'est pas Prince Bernard, je vous explique, parce que il faudrait sortir un petit peu de votre... Il y a un micro pour une radio, c'est normal, ça marche encore comme ça. Il n'y a pas de puce, c'est pas implanté ni rien, tu vois, oui, voilà, donc il faut le faire. Et donc, moi j'aimerais bien quand même savoir ce qui se passe dans la micronation, mais je vois Anne Lowenthal qui est là, elle va venir avec nous, elle vient d'installer. Voilà, elle sait peut-être ce qu'il y a sur la Grande Place de Nivelles. Qu'est-ce qui se passe à Nivelles, Anne? À part des énormes bouchons et impossible de trouver une place de parking. Ouais, on dirait une kermesse casserole. C'est pour la corrida. Aujourd'hui précisément? Oui, là, aujourd'hui, là, à 100 mètres d'ici... Je sais pas, il y a plein de Père Noël dans les rues. Ah. Il y a des mecs en orange qui courent. Oui, voilà. Mais ça, c'est pour me voir. Ouais.
Ah, ça c'est pour... Oui, mais ils courent autour d'un... Enfin, ils font un rond, donc ils viennent pas vous voir. C'est un signe religieux. En fait, ils tournent en rond, c'est sûrement religieux. Ah, d'accord, ok. Il y a une procession. Ah, voilà. Anne, je t'explique, tu es dans une émission complètement... tu vois, c'est le style à la ramasse, c'est comme ça, c'est voulu. Donc, il y a une volonté, il y a une volonté dessus. Ok. Bon, Anne, sur le quand même, pour parler un peu de ce qui t'amène ici par rapport à Viva for Life. Oui. Alors, comment est-ce qu'on le perçoit de la Louvière? On est jaloux, c'est ça, hein? Alors, je ne sais pas comment on le perçoit de la Louvière, je sais comment moi je le perçois, mais non, personnellement, je ne suis pas du tout jalouse, parce que j'aime beaucoup avoir des parkings autour de ma maison et pas des barrières nadars dans toutes les rues, etc. Et non, je ne vous envie pas du tout le cube. Parce que sinon, on te le donnait, hein. Franchement, tu ne dois pas insister plus d'une minute, on te le donne déjà. Mais moi, je veux bien le cube, avec Ouais. toutes les installations et tout le confort. Je connais plein de gens pauvres qui y vivraient volontiers. Parce que malgré ce qu'ils disent, c'est pas ça, être pauvre. Donc, Ah, vraiment pas, là, non. ouais. Être pauvre, c'est vivre dans un machin à 26 degrés dedans, ils l'ont dit tantôt. voilà. Et, Je pense que le cube, il est plus confortable que ma maison. Personnellement, Ouais, Voilà. c'est possible. Est-ce qu'ils ont un truc qui recycle l'air? Parce que être dans un cube fermé avec... À mon avis, 3000 oui, tu sais. À mon avis, oui. Ça doit sentir, mais un S'ils truc, étaient là. simplement locataires, là, ils auraient peut-être pas. Mais comme ils sont travailleurs, le droit social protège mieux que le droit civil. Le droit quoi? Pardon, c'est quoi le droit social? Social, je t'explique. Social, c'est un mot que tu ne peux pas encore comprendre. C'est pas tout à fait encore dans tes représentations. Ah, d'accord. là, regardez deux Père Noël. Ouh, bon sang les Pères Noël. Ah ouais. Ça se voit qu'on approche de Noël. Mais en tant que prince, ça ne m'étonne pas que le social, ça ne lui dise rien. Enfin, il a un peu de mal avec ça. Non, à mon avis, ça serait plutôt la charité, lui. Hein. Non, Ouais, mais je crois, plutôt, ouais. ouais. c'est juste... Non, en fait, les deux premiers mots, c'est bon, c'est pas la charité, c'est la charia. C'est juste ça. Je t'avais prévenu, Anne. Hein. Oui, non, mais je... Pas la peine de venir Je crois que je vais aller dans le cube, finalement. Non, mais c'est juste parce que notre régime politique est un petit peu dictatorial. Donc, voilà. C'est bien. Il y a plus de mayonnaise que de frites, mais... Il y a Anne Lowenthal qui demande l'asile politique au Au cube. cube, s'il vous plaît. Oui, mais le cube, bientôt, il n'est plus là. La principauté d'Australie, elle continue. Oui, Elle je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Non, là, c'est ton malheur. Tu vas acheter un cube qui sera Oui. la propriété de Prince Bernard. Prince D'accord. Bernard, oui. Je propose de commencer par peut-être le discours de Noël du Prince. Le discours de Noël du Prince, effectivement. Est-ce Qu'on qu'il ne est sera où? pas filmé Ouais. parce que Gilles est là. Donc il peut pas Ah filmer. bah oui, non. C'est Ça con. n'a pas. Mais c'est filmé ici. Hein. Oui, non, c'est pas bah grave. voilà. Bien. Alors, comme il n'y a pas de générique toujours, non. Non. Normalement, ça commence par ma femme et moi. Oui, non, Le reine et moi. Ça, c'est de l'annonce. Hein. Ah, ça c'est bien, c'est très bien, ça me plaît bien. Mes chers amis austrasiens, nous voici à quelques jours de tourner le dos à 2017 pour accueillir plein d'espoir 2018. Le bilan de l'année 2017 est plus que positif pour notre principauté. Je me dois de féliciter le gouvernement de son remarquable travail et souhaite de tout cœur que nous continuions avec la même plaisir et succès l'an prochain. Cette année, c'est pas le même, c'est parce que je vois mal, c'est écrit trop petit. Cette année, nous avons bâti des ponts entre le monde virtuel et le réel. Nous avons rassemblé comme jamais des mondes et des modes de pensée différents. C'est ainsi que nous avons réussi à rassembler des artistes, des juristes, des sportifs sous la même bannière. Ceci fait de la principauté d'Austrasie une nation riche et diversifiée où l'humain prime. Nous avons fait connaître le monde des micronations un peu plus, et tout cela avec un amour sincère et profond pour notre principauté. Construire et aimer, c'est le thème que je souhaite pour 2018. Construire des ponts entre les générations, entre les genres, entre les cultures. Unir par la passion, par l'amour, par la connaissance, par la justesse ou par la tolérance des gens de tous bords, de toute conviction. Et enfin, aimer. Aimer notre principauté comme on aime une nation. Aimer le monde comme on aime un frère ou une sœur. Aimer la nature quand on aime ses enfants. Ensemble, construisons l'avenir, comme nous le rêvons, non pas comme nous le vivons. Je vais débuter 2018 avec l'espoir. L'espoir que chaque Austrasien trouvera force et courage en ces quelques mots pour oser réaliser ses rêves. Lancez-vous, je vous promets les encouragements de notre gouvernement.
Voilà, mes chers amis aux Austrasiens, ce que je nous souhaite pour 2018. Je me joins à notre gouvernement pour vous souhaiter un merveilleux Noël et une magnifique année 2018. Merci. Si je résume un peu les paroles du prince, il veut que tout le monde soit content et heureux, quoi. Oui. Mais c'est un peu le thème de l'émission, tout le monde il est beau, donc tout le monde il est beau, tout le monde il est content. Oui, mais non, je veux dire qu'un truc, tout le monde il est beau, c'est parce qu'en fait, il n'est pas beau. C'est un jeu de mots, c'est parce que tout le monde il est à chier et tout le monde il est vraiment à chier. Mais bon, ça fait pas vendeur de dire tout le monde il est beau. Tout le monde il est à chier, quoi. Je précise que là, je parle pour les Austrasiens. Hein. Les autres, le reste du monde, ça regarde les autres. Hein. Ouais. Nous, on est 34 personnes très heureuses. 34. Ah bon, 34 35, pardon. Et donc 34, 35, et tu dis, il y en a 13 qui sont heureuses, donc oui. C'est pas terrible. Mais le principal, c'est moi. Oui. Mais il prend la place de tous les autres. Voilà. Oui, on comprend. Voilà. C'est le talent. D'ailleurs, elles sont très bonnes, les frites. Tir Prince, en fait, on peut même dire qu'on est plus que 35, parce que je suppose que tous les gens qui participent à l'émission, qu'on tolère qu'ils viennent dans notre émission, vont devenir de facto austrasiens après l'émission. Ils vont signer les papiers. Il y a intérêt, en plus c'est gratuit. Ceci dit, moi je suis quand même citoyen d'honneur, quand même, je tiens à le rappeler. Je tiens à mon statut quand même. Si mes souvenirs sont bons, la dernière émission, tu as été fait chevalier de l'ordre de Dagobert. Ouais, quand même, quoi, pas rien, quoi. Ouais, ça se respecte, quoi. Oui, c'est quand même, c'est la classe, quoi. Ouais, tout le monde n'a pas ça. Ah ben non. Alors ça, je confirme, tout le monde n'a pas ça. Non, c'est sûr. On a une petite jalousie de la part. J'ai peut-être une chance d'être nommé troubadour officiel de la cour, peut-être. Si tu l'es pas, moi je le vivrais mal, quoi. Hein. Ou barde. Ouais. D'ailleurs, est-ce que vous allez nous faire profiter de vos chers talents maintenant? On attend encore un petit peu, comme vous voulez. Vous voulez qu'on y aille? Je vois qu'il est là avec sa guitare. Il est chaud. Oui, mais Patrick est toujours chaud. Il n'a rien à faire. Ouais, depuis ce matin, en fait, il est chaud. Je ne vous raconte pas ce que ma femme en dit d'ailleurs. Mais pour l'humour, c'est pas toujours ça, mais sinon, le reste est excellent. Je jure, excellent. Il va falloir vraiment qu'on parle avec les... On mettra ça sous le compte de la fatigue. Il faudrait en fait qu'on invite les épouses et compagnes, parce que tout est petit et long, là maintenant... Je trouve vraiment qu'on dit beaucoup de bêtises. Mais non, mais je pense que les femmes des gens ou les compagnons devraient expliquer certaines choses, parce que... Voilà, bon alors... J'ai pas tout suivi. Surtout les compagnons, parce que je crois qu'il y a du dossier sur Sophia. Tu remarqueras que si nos conjoints arrivent ici, le débat va tout de suite monter d'un cran. Je ne sais pas pourquoi. Oui, en tout cas, je pense pas que c'est en étant ici qu'on trouvera un conjoint. Personnellement. Ça dépend combien de mots. Ça dépend combien de mots. Eh bien, écoute, je ne sais pas, mais à mon avis, si tu traverses la rue, Anne, tu auras bien un jeune ou l'autre qui fume un bête pétard. Franchement, un conjoint ou un bête pétard. C'est du direct, il faut pas nous en vouloir. Et en fait, tu les prépares avant ou... Non. Ça va. Dans les conneries, ça, franchement, c'est un don. C'est un don. Voilà. Donc, j'ai essayé de prendre la parole pour dire que cette chanson est une chanson émouvante. Et en plus, c'est même pas du second degré. Donc, désolé, ça sera vraiment peut-être émouvant ou peut-être pas, mais en tout cas, voilà. C'est dans le ton du Viva for Life. Et évidemment, c'est emprunté, on a fait une espèce de mash-up entre une chanson de Pierre Perret et les paroles débiles, ou un peu moins bien écrites que Pierre. Et c'est donc la chanson sans doute la plus connue, qui s'appelle Lily. On trouve que ça allait chouette. Il me faudra un petit retour. Ouais. J'ai pas de guitare. Il faudrait mettre un micro sur la guitare de Patrick. Voilà. On l'a trouvée plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Il croyait que c'était possible, Kevin, de vivre enfin une vie digne, Kevin. Mais le BOE, faut pas se tromper, n'est pas fait pour les pieds nickelés et leur armée de bras cassés. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait
de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Et on a cherché du boulot, Julio. Il n'y avait même plus de sale boulot, Julio. Quand son patron l'avait jeté, il avait bêtement oublié de payer ses indemnités. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Il voulait une vie de musique, Elio. Tenter sa chance avec ses potes, Elio. Mais quand la vie se ferme à vous, quand vos parents n'ont pas de sous, dans vos poches, il n'y a plus que des cailloux. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle n'aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi, ce fut le noir. Sur la grande place de Nivelles, Chimène, il n'y avait pas d'Angela Davis, Chimène. Il y avait juste des animateurs qui faisaient joujou avec nos cœurs, mais changeaient rien à ton malheur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un poing rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Julio, tu rencontreras des gens très bien, Julio. Ce n'est pas le Viva for Life, encore moins le gouvernement qui te sortira tes embêtements. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Il était loin d'être un idiot, Julio. Kevin, Chimène et tous les autres, n'attendez pas vivacité, ils ne sont pas là pour vous aider, mais à peine pour vous dérider. Je voulais pas casser l'ambiance quand même, hein, mais bon. Qu'en pense le prince Bernard? Magnifique, oui, très bien. Franchement, très bien. Très chouette. On ne sera pas puni? Bon, donc sinon, aujourd'hui, sur Radio 27, ils ont quand même abordé pas mal de thèmes. On a parlé de précarité, on a parlé aussi de se nourrir sans mourir. Ça, j'ai bien aimé. On a parlé du wallon le plus pauvre, tous des thèmes comme ça. Ici, la principauté d'Austrasie a décidé quand même de continuer dans la même veine. Et donc, nous, on va aborder la richesse. Ah oui, c'est la même veine, c'est l'autre côté. Oui. Voilà, c'est la même veine. Ouais, disons qu'elle est un peu moins tarie. Voilà. Il y a la veine cave, il y a la veine... On parlait d'argent, pas d'animaux. Donc, pour en revenir à notre idée de richesse, dans la principauté d'Austrasie, on a quand même fait une réflexion. Et donc, on a regardé, à l'heure actuelle, sur quoi on se base sur un pays pour évaluer sa richesse. Et donc là, je vais inviter tous les étudiants en sciences économiques qui ont raté leur examen sur la question du PIB de prendre une feuille et un bic. Ou pour les gens de l'école d'Edouard, prenez note parce qu'on va ici reparler un petit peu du PIB qui va nous amener à un autre truc qu'on a développé en Australie. Donc, le PIB, c'est quoi, cher prince? Ce n'est pas un club de foot. Ah, je ne sais pas le Partizan International Belgrade? Non. Ah, d'accord. Non. C'est donc le produit intérieur brut et c'est ce qui va permettre d'évaluer la valeur de richesse d'un pays. C'est une donnée qui n'existe pas depuis quand même super longtemps, ça existe juste après-guerre. Donc on a créé cette notion au moment où on devait un petit peu relancer les économies, nos pays, suite à la destruction de la Seconde Guerre mondiale. Donc revenons à notre bon PIB, notre produit intérieur brut. Donc, en économie, ça va être notre indice sur lequel on va se baser pour déterminer la richesse d'un pays. Et ça va représenter tout ce qui est les valeurs marchandes et aussi les produits et services offerts par l'État, donc les fonctionnaires. Oui, non, il ne faut pas rigoler, les fonctionnaires veulent des services quand même. Voilà, et alors c'est quelque chose qui occupe malheureusement une place énorme, mais qui a aussi un impact au niveau salarial et aussi au niveau des minima sociaux. Donc au plus on aura un PIB bas, au plus les revenus sociaux seront effectivement impactés et seront bas.
Alors, est-ce que c'est suffisant pour définir la richesse d'un pays de se baser sur le PIB ? Bien, nous, en Austrasie, on s'est dit que non. Et il y avait beaucoup de valeurs qui étaient beaucoup plus importantes. Et déjà se baser sur l'humain, parce qu'évidemment, le PIB ne se base à aucun moment sur l'être humain, ne se base que sur du marchand, que sur du pognon. Et donc, je vais laisser la parole à notre cher prince Bernard, qui va nous expliquer sur quoi nous, on se base. Allez-y. Merci. Donc, effectivement, en Principauté d'Austrasie, nous avons décidé de lancer le BNB. Qu'est-ce que le BNB ? C'est le bonheur national brut. Alors, le bonheur national brut, qu'est-ce que c'est ? Évidemment, c'est donc une autre échelle de valeur, une autre façon de regarder la richesse. J'aime pas utiliser le mot richesse, mais je n'ai pas d'autre d'un pays. Et donc, comment on fait ? Eh bien, donc, il s'agit simplement d'un indice qui englobe un peu l'image du PNB. Il y a tout le monde qui s'en va ici, c'est effrayant. Et donc, je disais, donc, de quoi il s'agit-il, le bonheur national brut ? Donc, en fait, il s'agit d'un indice englobant de manière assez large, hein, c'est ça qu'il faut bien comprendre, la capacité économique d'un pays ou d'une région et sa capacité à se développer en plaçant l'humain et non l'économie au centre des préoccupations. Donc, cet indice repose, en Austrasie, sur 4 principes fondamentaux, à savoir la croissance et le développement économique, le niveau d'éducation et de savoir-faire des Austrasiens, la sauvegarde de l'environnement et l'utilisation durable des ressources, et enfin la bonne gouvernance responsable. Tout ça, on arrive à un indice et ça permet de déterminer le bonheur national brut. Alors, j'aime pas utiliser le mot bonheur. Ça va ? Oui, non. Ça... Et donc, je disais donc cette mesure. Donc, j'aime pas utiliser le mot bonheur. Je préfère utiliser le mot bien-être plutôt que bonheur, même si on dit le bonheur national brut. Je préfère qu'on utilise le mot bien-être. Et donc, c'est une échelle de valeur qui a été placée en Austrasie depuis, ça fait quoi, un an, quelque chose comme ça qu'on a ça ? Ouais, un peu plus. Voilà, et donc on essaie évidemment de le quantifier, parce que c'est bien de le mettre en place, mais essayer de le quantifier. Et donc, je suis en train de mettre sur point une sorte de questionnaire pour permettre de quantifier dans une région. Donc, on ne peut pas faire ça sur un pays, parce que ça prend du temps. Donc, voilà, donc on peut interroger des personnes, mais donc on va se résumer à une certaine région qui probablement sera annulée. Se cantonner. Cantonner. Qu'est-ce que j'ai dit ? Non, rien. Comme vous ne trouviez pas votre mot, je vous aide. Merci, c'est gentil. Et donc, l'idée, c'est de savoir, donc, par exemple, si on est le seul critère d'argent, on dit, voilà, on a, 10 000 euros sur son compte, c'est très bien. Mais est-ce que ça quantifie simplement, est-ce que ça replace simplement l'humain ? Pas du tout. Je prends l'exemple d'un voyage que j'ai fait qui était en République dominicaine. Je rencontre une personne qui était sur le bord de la plage, habitant une sorte de petit cabanon, et je vais discuter avec lui en disant, écoute, je dis pas ça comme ça, mais un peu avec mon regard européen, en disant, ça va pas être facile, t'as pas d'électricité, t'as pas de biens qu'on a chez nous. Et il me fait, mais non, en fait, pas du tout. Moi, j'ai faim, je vais pêcher, j'ai envie de travailler, je vais au chantier d'à côté. Et donc, en fait, son échelle de valeur à elle était pas du tout la même que la mienne. C'est pas pour ça qu'il était plus ou moins malheureux. Il était simplement, on va dire, dans un état d'esprit différent. Et donc, mettre le seul critère d'argent à tout, c'est complètement stupide. Donc, il faut l'englober dans un contexte plus large. Et donc, on travaille à ça. Et l'idée, c'est d'arriver un jour à quantifier le bonheur national brut d'une région. Voilà. Oui, mais je lis dans le regard de Anne, elle a envie d'intervenir, de dire des choses là-dessus. Non, mais je voulais juste dire que moi, je préfère vachement le mot bonheur à bien-être, parce que le bien-être, c'est ce qu'on nous prône tout le temps, c'est ce qu'on prétend nous donner en nous donnant le minimum vital, alors qu'on a tous droit au bonheur. Avec le collectif Manifestement, on a fait une manif qui s'appelait « Privilège pour tous ». Parce que le bien-être, au sens politique du terme, ça ne suffit pas. Je veux dire, on n'a qu'une vie, on a tous droit au bonheur. Allez, notre système est assez pourri, parce que si on se base que sur le pognon, et des fois même c'est quelqu'un qui a moins d'argent, mais il a sa famille qui l'entoure, des choses comme ça, il sait aller à l'école, et c'est déjà, je trouve, Enfin voilà, on n'est pas obligé d'avoir 10 millions d'euros sur son compte pour être heureux, et je ne suis même pas sûr que les gens qui ont 10 millions sont heureux. Mais ça facilite quand même. Oui, mais
Ça, c'est toujours le petit truc, je trouve, facile de dire. C'est pas une remarque de riche, ça, de dire que finalement, le pognon, tu sais. Hein, ça serait pas une remarque de riche. C'est celui qui en a, qui n'en manque pas, et qui se dit finalement. En tout cas, ceux qui ont des avouer que j'ai huissiers, pas 10 millions. Oui. ceux qui ont des huissiers tous les jours dans leur boîte aux lettres, vous pouvez leur dire tout ce que vous voulez, mais ils vous diront que oui, l'argent, il fait quand même un peu le bonheur, quoi. Clairement. En tout cas, il déstresse vachement. Voilà. Soyons Clairement. clairs, l'argent empêche une partie des emmerdes et des grosses. Voilà, c'est ça. Mais non, ce qu'on va dire, je crois que tout le monde se comprend mal parce qu'on est tous d'accord sur le même principe, on a tous la même vision. Je crois que c'est une question de définition qui plus que d'autres choses. Et effectivement, je veux dire, l'idée c'est vraiment d'englober l'argent dans 4 paramètres et qui ne soit pas le seul paramètre. Pardon. Et c'est vraiment ça l'idée. C'est pas de dire qu'on peut s'en passer, on peut se passer de l'argent, c'est de dire que ce n'est pas le seul critère d'évaluation d'un pays. C'est ça qu'on veut dire. Voilà. Et pour nous, un pays n'est pas riche si les gens sont malheureux. Mais oui, parce que nous avons une invitée spéciale, Anne Lowenthal, qui sévit sur les réseaux sociaux et aussi un peu dans le social. Si j'ai bien compris, tu as un projet actuellement. Douche-flux. Douche-flux. Enfin, je n'ai pas toute seule un projet. Non, quand tu as un projet, considère ça de manière collective. Tu participes à un projet collectif, Douche-flux. Et donc, et en même temps, tu es assez active sur les réseaux sociaux. On t'entend pas mal, enfin, on te lit pas mal. En tout cas, c'est clair que Anne Lowenthal, celui qui va sur Facebook et qui regarde un petit peu les trucs sociopolitiques, il te retrouve, quoi, en général. Oui, normalement, oui. Enfin, donc, tu es forcément très intéressé par les questions sociales. Et on parlait du cube, mais là, on va en parler un peu plus sérieusement maintenant. Viva for Life, donc nous on a organisé en tout cas parce que on trouvait que c'était vraiment problématique. Voilà, je pense qu'il y a toute une part de la critique d'ailleurs qui a été relayée dans les médias quand même, en tout cas clairement du côté des médias sociaux c'est certain, et puis alors quand même aussi du côté des journaux. Donc voilà. Et cette idée d'organiser cette journée aujourd'hui, c'était justement pour dire qu'il y a moyen de faire de travailler, de parler de ce qui est des difficultés économiques de certaines personnes, clairement, des pauvres, pour dire ça en un mot, comme on peut le dire, mais là, pas dans le sens méprisant, mais plutôt, ni dans le sens d'ailleurs pitoyable, parce que c'est un peu à cette sauce qu'on nous le vend maintenant, on fait plutôt ça pour discuter, réfléchir, donner la parole à ceux qui ont, au fond, un avis critique, qui n'est pas forcément à 100% contre, mais qui n'est pas béatement pour, en tout cas. Alors, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as vu sur les réseaux sociaux par rapport à, justement, Viva for Life? Est-ce que ça a réagi pas mal? Est-ce que c'est des choses dont toi, tu as vu passer, en tout cas, pas mal d'avis, de buzz? Forcément, sur les réseaux sociaux, on voit avant tout les amis et les amis de ses amis. Donc forcément, j'ai pas vu grand-chose de très positif sur Viva for Life, puisqu'on est à peu près tous d'accord dans mon entourage pour dire que si effectivement... on n'ira jamais jusqu'à dire ne donnez pas, parce que les associations qui vont bénéficier de l'opération ont vraiment besoin de cet argent. La forme de cette opération, elle est totalement condamnable. En tout cas, là, je précise que je ne parle pas au nom de Douche-flux ou de mon boulot, je parle en mon nom propre, mais elle est à vomir, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment... pas que putassier, c'est insultant envers les pauvres, en fait. Et quand je vous dis ça, je vous le dis pas, je parle pas en leur nom. C'est des choses que j'ai entendues de la part de sans-abri notamment. C'est vraiment quelque chose qui les heurte eux, parce que on nous fait croire qu'on peut jouer aux pauvres pendant quelques jours et que être au chaud et manger de la soupe, c'est être pauvre. Et ça, enfin, alors on nous le fait pas croire parce que nous sommes adultes et assez instruits, on va dire, mais c'est une émission populaire avec beaucoup d'enfants qui regardent et voilà, ça donne une image. Enfin, c'est pas comme ça qu'on fait la charité, même si la charité on ne devrait pas avoir à la faire, mais en tout cas comme ça, non, quoi. C'est le fameux charity business en vogue depuis les années 80, grosso modo, qu'on a vu évoluer sur des formes multiples. Mais après, il a déjà pris d'autres formes, comme Cap 48, qui me dérange totalement sur le fait d'avoir à exister aussi, sur des choses comme je ne peux plus voir un politicien apporter un chèque dans une opération comme ça, mais en même temps, Cap 48 est pour moi une opération qui informe les gens et qui respecte le public auquel il s'adresse, quoi. Oui, tout à fait. Il y a vraiment une grosse différence entre l'utilisation, en tout cas un cadre éthique d'un côté ou de l'autre. Oui.
Mais c'était depuis longtemps, hein. Cap 48, c'est vieux, quoi. Moi, j'étais petit, ça s'appelait 48 81 00. Oui. On passait dans la rue vendre des... On allait vendre des trucs dans la rue, oui. Ouais, tout à fait, oui. Et puis on avait l'émission super déprimante qu'on devait se taper le samedi soir, c'était horrible. Ah oui. Bah, maintenant, ils ont fait plus fun, mais ouais, effectivement, c'était comme ça. Tu avais les éternels 48 81 00 à l'époque, et tu avais 11 11 11, et c'était deux qui brassaient à peu près tout. Et puis t'arrivais, le père Damien, je pense, dans la foulée. Ouais, et puis après, il y a eu... les îles de paix. Les îles de paix qui sont là depuis longtemps, très longtemps, ouais. Et maintenant le Télévis. Et le Télévis. Donc ce qui était marrant, qui est dramatique, en fait, c'est que les gens qui donnent... pour ce type d'opération, c'est pas les plus riches, donc quelque part c'est une forme d'impôt inversé, c'est-à-dire c'est un impôt indirect, mais pour lesquels finalement ceux qui donnent statistiquement, ce sont les gens qui sont soit en difficulté eux-mêmes et qui se sacrifient en partie pour donner, ou alors ceux qui sont un peu plus en classe moyenne flottante. Là. Ça prouve complètement un manque... Ceux qui devraient contribuer en premier ne le font pas. Quoi, ouais. Ça prouve un manque de structure accueillante ou aidante. Mais forcément, pour donner dans des opérations comme ça, il faut être empathique. Et donc, c'est pas les plus riches de notre pays qui sont empathiques. Quand on sait qu'ils payent même pas d'impôts ou qu'ils essayent de l'éviter au maximum, on va pas attendre d'eux qu'ils fassent un don à Viva for Life, sauf si ça leur rapporte d'un point de vue marketing. Mais ils peuvent le déduire de leurs impôts, donc ça va leur... Directement, ça leur rapporte, c'est pour ça qu'ils donnent. Mais oui, donc... la situation telle que tu la vois, ça fait quand même pas mal d'années que ça existe. Donc, ils reviendront l'année prochaine à Nivelles. Mais on aura toujours besoin d'eux, malheureusement. Je dirais, après moi, ça me dérange d'un point de vue politique, mais ça ne me dérange pas, mais qu'ils changent la forme de ce truc, parce que c'est vraiment... Et ça n'insulte pas que les pauvres, ça insulte l'intelligence de tout le monde. Donc, voilà. Enfin, nous, on est tous ici en éducation permanente, je pense. Je veux dire, et la RTBF a quand même aussi une mission d'éducation permanente. Là, on est en train de salir nos cerveaux, quoi. Je veux dire... non seulement parce qu'on nous fait croire que on va résoudre un problème, on va juste aider des assos qui en ont besoin, mais en plus parce que on nous fait croire qu'un politicien, un dirigeant politique est généreux de venir donner un chèque alors qu'il ne fait que mettre un pansement sur un trou béant qu'il a creusé, ou qu'en tout cas le monde politique continue de creuser depuis des années, quoi. Oui, c'est ça, il n'a pas fait grand-chose, en tout cas, pour le résorber, ça c'est clair. Il n'y a pas de hasard, donc effectivement. Ça, c'est bien un des problèmes, en tout cas, qu'on peut rencontrer. Est-ce que nos amis chroniqueurs autour de la table ont des questions à poser à Anne? Mais oui, moi j'avais envie de te demander, Anne, et qu'est-ce que tu peux observer, toi, sur le terrain, concrètement? Parce que tu dis, ce n'est qu'un pansement et un trou, il y a vraiment un trou béant. Mais sur le terrain, sur le terrain, enfin moi je suis sur le terrain plutôt dans la grande précarité, donc c'est-à-dire des sans-abri, qui soient ou non migrants d'ailleurs, pardon. En fait, sur le terrain, ce qu'on constate, c'est que on part à l'urgence tout le temps. Et là, d'ailleurs, on a une opération qui a réuni quand même 80 associations. Qui s'appelle droit à un toit ou droit dans le mur, parce qu'en fait on en a marre on ne part qu'aux urgences. Le SAMU social part à l'urgence, douche luxe part à l'urgence, les subsides part à l'urgence, et en fait il faut vraiment du housing first, il faut remettre les gens dans des logements, il faut faire un travail de fond, et il faut arrêter de ne consacrer l'argent que à des choses qui ne sont jamais sur le long terme, quoi. C'est ça. Je veux dire, le plan hivernal est une catastrophe de ce point de vue-là, et tout le monde le sait, tout le monde le reconnaît, mais on continue avec ce plan hivernal. Et donc voilà. Après, il faut effectivement loger les gens et les mettre à l'abri la nuit, mais c'est sans fin, et on sait très bien que la conjoncture ne va pas dans un sens très optimiste de notre point de vue, en tout cas. Et donc, on sait très bien que des pauvres, il y en aura de plus en plus. Je ne sais pas si vous allez des fois à Bruxelles, mais on en voit de plus en plus. On voit de plus en plus de personnes âgées, de femmes, de familles à la rue, quoi. Et ça ne va pas s'arrêter, hein. Je veux dire, il n'y a rien, en tout cas, qui est fait aujourd'hui pour que ça diminue. En fait, c'est bien de loger les gens dans des abris de nuit, mais ça ne lutte pas contre cette pauvreté, en fait.
C'est ça, donc rien qu'une vue à court terme et gérer l'urgence. Alors c'est gérer l'urgence, et pour moi, d'un point de vue politique, c'est ce qui est le plus visible, donc c'est ce qui rapporte le plus. On est quand même un pays où on a des échéances électorales non-stop et où on est dirigé par des gens qui ne voient qu'à cet horizon-là, en fait. Et donc, du travail de fond, de longue haleine, il y a quelques partis qui le proposent, mais ceux-là ne sont pas au pouvoir, quoi. Voilà. Moi, j'aurais une question. Vous avez donc contact avec des sans-abri. Vous demandez leur histoire ou qu'est-ce que Mais en fait, on a créé un magazine chez Doucheflux, donc on a quand même beaucoup de témoignages. Des témoignages, oui. Oui, moi j'en connais beaucoup personnellement, donc je connais un peu leur histoire, mais oui. Est-ce qu'il y aurait un travail à faire en amont il y a de la prévention. En fait, c'est vrai que ça, c'est bien de me poser la question, parce qu'en fait, l'opération, là, droit dans le mur, ou je ne sais plus le nom exact, mais... l'opération demande du travail de long terme, il demande du relogement en fait, mais il demande aussi de la prévention, parce qu'en fait, Doucheflux, on dit toujours qu'on s'occupe des, entre parenthèses, pré-SDF. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vivent dans une précarité, qui risquent tous les jours de, comme on dit, tomber à la rue, quoi. Et il y a déjà des expériences qui ont fait leur preuve, tant au niveau du relogement qu'au niveau de la prévention. On sait très bien quand une famille est surendettée. Je veux dire, on sait très bien que là, on a beau lui donner son petit argent de poche et pallier le reste, voilà. On sait très bien que si on ne prend pas cette famille en main, autrement que financièrement, voilà, elle va rester dans cette morosité et elle va peut-être basculer, quoi. Alors, merci Anne pour... avec plaisir. Alors, ce qu'on se dit, c'est que l'année prochaine, parce qu'ils font Viva for Life cette année-ci, mais il ne faut pas croire que c'est juste un truc et puis on arrête. Oui. Non, ça continue. Le filon est trop bon. Les sponsors sont très contents. Et donc, ils feront 2 ans ici à Nivelles, en tout cas, puisqu'ils ont déjà... Ça, c'est déjà décidé. Hein, voilà. Et... ce qu'on a comme idée de faire, c'est vraiment le début du projet. Hein, j'en discutais tantôt avec Christine Mailly, donc voilà. Je ne devrais pas dire ça dans le poste, Christine va m'en vouloir. Pardonne-moi, Christine. Tu es tout pardonné, tu es tout pardonné. Tu es nue, Christine. Et donc, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que ça serait bien de faire quelque chose qui est peut-être une journée ou 2, enfin ça de radio, mais de le faire au départ des gens qui sont dans la situation, et monter l'émission avec eux de manière à ce que ce soit eux qui s'adressent aux politiques, aux décideurs. C'est d'autant plus génial que chez Doucheflux, encore une fois, il y a, à la demande d'ailleurs d'un sans-abri qui a été journaliste dans une autre vie, il y a une émission radio qui s'est créée, qui est entièrement conçue par des sans-abri ou par des ex-sans-abri, parce qu'il y en a quand même petit à petit qu'on arrive à... Enfin, pas nous, mais qui s'en sortent, en fait. Et donc, c'est une émission qui est entièrement conçue, réalisée et animée par des sans-abri, et qui se fait chez Radio Panique, en l'occurrence, mais qui serait, à mon avis, totalement... Enfin, ce genre d'initiative... On est prêt à collaborer. Ouais. C'est une radio web. Pardon ? On est prêt à collaborer au maximum. C'est ça, à mon avis, et je veux dire... on oublie trop souvent que les pauvres ont un cerveau, mais ils en ont un, et parfois ils ont des compétences autrement plus développées que les miennes. Par exemple, moi je connais des gens à la rue qui sont beaucoup plus diplômés que moi et qui ont un bagage professionnel, une expérience, et qui peuvent nous apporter des choses, quoi. Donc voilà un peu l'idée. Donc si on peut se mettre en contact, hein, on fera une petite réunion avec Christine début janvier. Donc je propose qu'on te contacte. Oui, je vous mettrai en contact avec l'équipe radio. Super. Ok, mais voilà. Voilà, je voudrais quand même vous dire que justement, Vivacité, c'est de l'argent. Viva for Life aussi. Et que nous pas. Oui, c'est effectivement... J'ai une petite chronique qui m'a été remise par Elisabeth, qu'elle a écrite. Moi, je voudrais rappeler que l'argent a été inventé pour faciliter les échanges et pas pour être amassé ou pour spéculer. Par exemple, il y a longtemps, quand vous vouliez acheter un poulet, mais que vous n'aviez qu'un pull tricoté main à échanger, ce n'était pas forcément facile. Le vendeur de poulet n'était pas forcément frileux, ou bien il avait déjà assez de pulls. Il fallait donc trouver d'abord une personne qui avait envie d'un pull,
et qui possédait quelque chose dont le vendeur de poulet avait envie. C'était compliqué. Alors on a commencé à inventer des moyens d'échange. Certains ont utilisé des coquillages, d'autres des tesselles. Bref, finalement, on a inventé l'argent et avec ça, on a inventé les porte-monnaies, les portefeuilles, les banques, les hold-up, les voleurs et les gendarmes. On a aussi inventé les dettes et la précarité. On a oublié que l'argent est fait pour échanger, qu'il doit circuler et qu'une société qui se prétend développée doit veiller à le partager entre tous ses membres. Merci Elisabeth pour cette petite chronique sur l'argent et pour nous rappeler à quoi il sert vraiment. On avait un peu oublié. Hein. Souvent, les enfants, ils disent que l'argent c'est con. Ben oui, en fait. Mais c'est tellement plein de bon sens, en fait. Oui, c'est ça, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Oui, et moi, si vous voulez bien, j'ai une histoire d'enfant, justement. Ah, mais c'est très bien, faites-nous une histoire d'enfant à vous raconter. Ah bon, on écoute. Ah, ben voilà. Donc, un soir de la semaine dernière, mon mari m'interpelle, sachant que j'étais en train de cogiter une chronique autour de la mécanique Viva for Life. Et il me raconte l'extraordinaire histoire d'un petit garçon américain qui s'appelle Ryan. Une histoire d'enfant bien différente de celle des enfants dont parle Viva. Et oui, Ryan, petit bonhomme de 6 ans, est une méga star et vit largement au-dessus du seuil de pauvreté. En effet, cet enfant a gagné 11 millions de dollars l'année dernière. Et savez-vous comment? Je vous pose la question. Il a joué au loto. Non. Il a acheté un truc. C'est le fils de Bill Gates. Non. Il a vendu ses 2 reins. Du foot? Non. Pas du sport? Il chante? Non. Renders a payé ses impôts? Même pas. Je dirais bien un truc, mais ça va pas passer. Et il fait des vidéos. Ne dis rien, ne dis rien, ne dis rien. Oui, merci. Il fait des vidéos sur YouTube. Ah, voilà. C'est un YouTuber. Simplement, effectivement, en déballant des cadeaux, essentiellement des jouets, avec lesquels il joue et sur lesquels il donne un avis. Le tout étant filmé par ses parents. Bah, jusque-là, hein, c'est dingue, mais voilà. Combien d'entre nous avons filmé nos chérubins lors d'un anniversaire ou d'une fête, alors qu'ils découvraient leurs cadeaux? Pour autant, cela ne nous a pas rendus millionnaires. La différence, effectivement, Anne, ici, se trouve dans le fait que les parents de Ryan sont des gens généreux. Ben oui, ça pour être généreux, ils sont généreux, eux, car ils partagent tous ces moments filmés, ces moments si attendrissants, si amusants, si innocents, avec des milliers de personnes. Et cela grâce à YouTube. Viva YouTube! Prochaine opération à Nivelles. Vous l'aurez compris, Ryan est le plus jeune YouTuber du monde et surtout, il est le 8e YouTuber le mieux payé. Juste une petite info chiffre. Cette année, les 10 YouTubers les mieux payés de la planète cumulent 108 millions d'euros net de charges et d'impôts. C'est plus qu'Androlette. Comme le précise le magazine Forbes. Je me suis dit, mais voilà une idée pour sortir les enfants de la pauvreté. 11 millions de dollars par an, c'est bien mieux que Viva for Life, et c'est 3 452 310 euros. Cet enfant-là, c'est du lourd. Il cumule plus de 8 milliards de vues. Ben, c'est simple, hein? Le monde entier regarde Ryan jouer. Oui, mais qui paye quoi à qui? En réalité, l'activité est rémunérée, principalement grâce aux publicités. Et c'est toute la famille qui profite de l'aura médiatique de la petite star du web. En plus, comme les enfants passent plus de temps sur ce genre de vidéos que l'internaute moyen, l'algorithme de YouTube met les clips de Ryan en avant et gling gling, c'est jackpot. Bref, une véritable entreprise médiatique, un peu comme Viva for Life, non? Par exemple. Médiatique ou pédagogique? Médiatique ou éthique? Médiatique ou encore économique? Bref, les vidéos de Ryan, eh bien,
Ryan qui ouvre ses cadeaux. Eh bien, ce n'est pas que ça. C'est aussi la frontière entre sa vie personnelle et la publicité. Et c'est étroit, cette frontière. Souvent floue, tant pour Ryan que pour les autres enfants qui le regardent. Une véritable télé-réalité. On peut suivre effectivement les relations que Ryan entretient avec ses petites sœurs jumelles, ou encore le voir chez le coiffeur, au parc ou à la plage. piscine. Ah bah non. C'est le frère de Martine en fait. En fait, oui. Et puis moi, je me dis, c'est un peu comme dans le Cube. On peut voir Sarah faire du sport, cuisiner et s'amuser avec Ophélie et Cyril. Elle est gentille, Sarah. Ah, ce qui Mais est je sais sûr, pas quelle est à Nivelles, Sarah. ce qui est sûr, c'est que Ryan n'est pas le petit Jesus, mais il est riche comme Crésus. Joli. Ça fait bien, hein. Il a quel âge cet enfant? 6 ans. 6 ans. Louis, si tu m'écoutes? Oui, mais alors, en plus, le pire, c'est que les sponsors qui lui donnent du pognon lui donnent aussi les jouets. Parce que. Bah oui. C'est un peu comme les filles qui se maquillent et tout ça. Et en fait, les maquillages qu'elles utilisent, c'est les maquillages des publicités qui la payent. Et puis il les redistribue aux enfants pauvres. Oui, ça, c'est ce qu'il dit. Là, il y a un espèce de blanc offert par Dash. On dirait quand j'étais petit, moi. Bon. Ici, c'est une chanson solo. C'est un peu plus difficile. Ah, c'est plus difficile. Tu es avec moi? Tu chantes avec moi? Moi, je joue. Ah, c'est ça, quoi. Alors, allez. Vous allez voir, c'est une très chouette chanson. De qui cette fois-ci? Alors, c'est Joe Dassin. La chanson, c'est... donc, vous vous rappelez, Joe Dassin avec Émilie. Oui, Émilie, la québécoise. Hein, vous voyez pas? Non, c'est vrai? Pour les yeux d'Émilie. Les yeux d'Émilie. Mais j'étais pas née, c'est pour ça. Alors, attends un peu. Comme le poisson, en fait. Ah ouais? C'est vrai? Aïe. Bon, allez, attention. Séquence émotion 2. Il y a moyen de mettre un micro un peu mieux mis, parce que j'entends vraiment pas un retour de... Dans quelques instants. Alors là, on fait la balance, j'explique au public, on fait donc la balance, tout ça, parce que c'est pro, quoi, ici. Hein. Ça, c'est des conneries ou c'est vrai que... C'est vraiment comme ça dans la chanson. Non, mais tu comptes vraiment faire tout doudou. Bah oui, bien sûr. Ouais. Mais bien sûr, Thierry, ça fait partie de la chanson. Ouais, ça fait partie de la chanson. Moi, je fais les chœurs. Je suis ton cœur, Thierry. D'accord. Donc, chers amis spectateurs, auditeurs, vous allez entendre un massacre de chansons, là, que je croyais à peine massacré au scalpel, mais visiblement, on attaque à la grosse Bertha. Pauvre Bertha. Parce que j'ai ramené Patrick. Donc, moi, je m'appelle Patrick, pas Bertha. Oui, mais c'est les effets, hein, Patrick, tu comprends, c'est les effets. Donc maintenant, on va commencer une chanson qui n'est pas marrante. Alors, on va le faire pas marrant, quoi, hein, parce que sinon, tu comprends. Hein, ça doit être, il faut prendre le ton, quoi. On est triste. Donc, je fais pas Voilà, c'est la mère. Si, mais tu dois le faire. Attends, moi, je propose que ce soit le prince qui décide. C'est quand même lui notre prince. Mais je pense qu'il faut se mettre en condition. Hein. Donc, Ou alors tu fais un Ophélie s'est cassé un ongle, d'accord. Et c'est le drame dans le cube. Ok. Hein, d'accord. Surtout que Cyril, il sait vraiment pas comment on répare un ongle. Et alors le défi très chouette, ça serait de recoller l'ongle de Ophélie. Voilà. Ils l'ont fait ce matin. Ouais. Ah, non. Si, c'est vrai. Non. Si. Non. Allez, si. Bon. C'était hier ou ce matin, je sais plus. D'accord. Je vais essayer de trouver des trucs vraiment incroyables, mais oui. Mais il y a la musique qui tourne derrière, alors je pense qu'il faut que j'y aille. Mais quelqu'un qui chante là, non? Ouais. Sur la grande place de Nivelles, on voit plein de gens très contents. 2017 rime pourtant avec la misère des enfants. Mais l'hiver vient d'éclater et avec lui vivacité nous gavera de ses discours lénifiants. Faut stopper la pauvreté, crier partout, faut arrêter. Sans vos dons, ces enfants resteront dedans. Moi j'avais pourtant cru faut donner pour sauver les petits, mais ça n'a pas suffi, ils crèvent encore. Moi j'avais tout donné, mais pourtant ce n'était pas assez. Pendant ce temps-là l'État excluait les chômeurs. Les enfants avec sur la grande place
ceux de Nivelles, Sarah, Cyril et Ophélie. Souris à pleines dents pour ces gens si gentils et pleins d'empathie. Et les artistes vont défiler, pleurer un peu puis s'éclater. Le bling bling masquera toute la misère. Vivacité va faire gonfler toutes ces recettes publicitaires. Les artistes vont se refaire une santé. Tu l'avais pourtant dit, la charité ne résoudra rien. Il faut d'abord s'abattre pour plus de droits à toi. Tu as aussi le droit de vivre sans devoir quémander. Exposer tes malheurs à la Belgique entière avant qu'elle bouffe sa dinde. Tu l'avais pourtant dit, la charité ne résoudra rien. Il faut d'abord se battre pour plus de droits à toi. Tu as aussi le droit de vivre sans devoir t'humilier. Exposer tes malheurs à la pure torture pendant qu'elle fait la fête. Bravo. Et voilà, c'est de tout le plaisir qu'on a donc de exprimer avec quelques mots comme ça, tout simple. Que j'ai cueilli un soir de déprime en regardant Ophélie, Cyril et Sarah. Ça t'a vachement inspiré en fait. Le clip, ça m'a vachement. Honnêtement, même dans la voiture, j'ai dû écouter parce que le pire de ça, c'est que tu fais une journée d'émission critique sur le truc et tu dois l'écouter 2 fois plus que tout le monde. Hein. Parce que toi, tu découpes, tu regardes, tu vois, je te prends les trucs et donc. Forcément, c'est celui qui critique qui doit être encore plus attentif que les autres. Quoi. Celui qui consomme, il consomme. Je te propose un coup. Non, merci, non, j'ai... on vous laisse. J'ai rien contre, mais non, là maintenant, pas. Ah, d'accord. Sinon, tu fais cette chanson-là à The Voice. Et tu vas voir si les jurys se retournent ou pas. C'est vrai. Ça sera pas un coup que je vais recevoir là. Eh bien, merci pour cette jolie petite chanson, un texte bien pensé, bien joué surtout. Oui. Bien joué. Il faut bien jouer. Ouais, oui, on a ça m'aidait un peu quand t'es orchestre, mais bon, j'ai voulu faire justement un peu moderne, un peu branché, un peu, tu vois, inclusif. Et alors, j'en ai trouvé un qui justement traînait. Ouais, j'ai sorti du ruisseau, j'ai lavé, je lui ai mis un caleçon propre et tout. Et regardez, là, maintenant, il n'est pas beau le travail. C'est mon Patrick, il brille, que j'ai refait à neuf. Ouais, voilà, et qui de toute façon travaille à fond sur l'inclusion. Hein, voilà, donc, il reste encore un peu maladroit. Hein. Oui, ça. Oui, qui tout avoir. Non, mais c'est pas grave parce que je dois plus jouer là tout de suite. Donc. On en est où mon premier On en est, cher prince, au fait que vous étiez jaloux. Ben voilà. Oui, je suis jaloux. Oui, mais non, il faut d'abord remonter à loin. En fait, effectivement, je suis un peu frustré parce que, comme on le sait, chaque grand chef d'État a des traditions ou a des choses qui sont facilement repérables. Hein, je prends l'exemple, Macron, il a sa femme. Hein, par exemple. Sa vieille, on pourrait dire. Voilà. Poutine, lui, il a ses élections où il est élu à 120%. Là, c'est une tradition. Kim Jong-un, il a ses exécutions. Oui, Trump, il a ses tweets. Et moi, j'ai rien. Alors, j'étais franchement jaloux. Et je me dis, non, c'est pas possible. Il faut que je trouve quelque chose. Alors, j'ai eu l'idée, toujours en regardant le président des États-Unis, tous les ans, il gracie 2 dindes. Vous l'aimez bien, en fait. C'est un modèle, c'est ça Non, mais c'est celui qu'on voit le plus à la télé, en fait. Je n'ai qu'une chaîne à la télé, fatalement. Et donc, il gracie 2 dindes tous les ans. Hein, et je me suis dit, c'est bien, mais le problème, c'est que moi, j'ai qu'une femme. Donc, ça va pas. Il faut que je trouve autre chose. C'est gentil. Donc, du coup, j'ai décidé... Vous savez qu'il y a des collectifs féminins qui font pas aujourd'hui. Je pense qu'elles vont revenir. Welcome. et donc, je parlais de Trump, hein, pas de moi. Et donc, du coup, j'ai... Vous n'êtes pas trompé. Je me suis un peu trompé, oui. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'ai décidé ? J'ai décidé de cette année de gracier 2 bûches.
Oui, non, Et après, il n'y a pas de raison. Voulez, hein. Donc, on ne pense pas assez au drame que ces petits êtres sans défense sont sauvagement arrachés à la vie de leur famille, mis dans les frigos et tout ça pour être mangés comme ça un soir de Noël. C'est triste. Alors, officiellement, comme ça, chaque année, j'ai décidé de gracier 2 bûches et donc de ne pas manger 2 bûches, ce qu'on présentait par le gouvernement. Je ne les mangerai pas. Voilà, c'est heureusement qu'on n'est plus vraiment à l'époque de l'Austrasie, parce que si vous essayez de manger la bûche à l'époque de la principauté d'Austrasie, quand elle existait historiquement, vous seriez un peu cassé les dents. Ah oui, pourquoi? Mais parce qu'au départ, en fait, comme pour tout, hein, donc ici on va associer la bûche de Noël en fin de repas à quelque chose un peu plus lié aux traditions catholiques. Et en fait, donc, comme toujours, c'était une tradition païenne à la base. Et évidemment, tant qu'à faire reprendre quelque chose, autant reprendre quelque chose qui marchait bien à l'époque. Et donc, ils ont repris les traditions païennes du solstice d'hiver. Donc, en l'honneur du dieu Yule, ou d'autres dieux, par exemple en Provence, c'était Caciofio. J'espère que je l'ai bien prononcé. C'est un catcheur? Non, c'était pas qui était Caciofio. J'ai pas fait pas bien bossé. Oui, non, j'ai pas bien bossé. Donc, à l'époque, le but était de prendre un tronc d'arbre, généralement fruitier, qu'on avait essayé de faire brûler le plus longtemps possible au moment du solstice d'hiver. Il y avait un minimum légal à avoir, c'était quand même 3 jours, où au maximum c'était d'avoir ces 12 jours où cette bûche allait brûler. Et puis on allait pouvoir réutiliser les cendres pour, entre guillemets, bénir les terres dans lesquelles on allait faire les récoltes de l'année prochaine. Il y avait aussi une autre idée, c'était d'avoir le tison avec lequel on s'est occupé du feu et de le garder dans la maison. Et ce tison allait, au départ, permettre de protéger la maison contre la foudre. Après, avec le christianisme, est venu l'esprit... Ce qui me fait penser à une blague complètement idiote. Hein. On connaît tout le monde l'expression Noël au balcon, pas qu'au tison. Et donc on peut dire aussi tempête en janvier, t'en chies en février. Vas-y, tu peux continuer. Ouais, pas le rapport, hein, excusez-moi, c'est interlude. Non, c'est pas rien, c'est parce que j'avais envie de dire quelque chose, en fait, c'est tout. Ah, c'est ça, votre temps de parole étant trop court. Je disais, donc ce tison a été gardé au départ pour protéger la maison de la foudre pendant 1 an. Puis après, avec l'idée du christianisme, était venue la protection contre le diable. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on est arrivé de passer d'une bûche en bois à une bûche en dessert sur la table? Parce que c'était plus facile à manger. Oui, mais en fait, on n'en sait rien. Donc, on va dire miraculeusement, hein, prenons ces jolis termes, miraculeusement, vers le 19e siècle, certains pâtissiers se sont amusés à créer une bûche, un dessert. Donc, on ne sait pas qui a vraiment la paternité de cette chose, hein. Donc, soit dans les écrits, on parle de 1834, un apprenti pâtissier de Saint-Germain-des-Prés, qui, ce serait à mon avis, Gouret, aurait créé une bûche. Soit en 1860, à Lyon, dans la cuisine du chocolatier Félix Borna. Soit la version qui, à mon avis, pour vous, cher prince, doit être officielle, c'est le glacier du prince Charles III de Monaco. Ah oui, Charlot. Voilà, qui aurait créé la bûche. Un copain. Ouais, mort il y a longtemps quand même. Hein. Votre copain, il est un peu séché, quoi. Oui, mais bon, c'est pas grave. Entre princes, on est intime. Voilà. Et donc, la bûche version dessert, ça a vraiment pris un essor de nouveau après la guerre 40-45. On revient toujours à cette guerre. Il faudra qu'on en parle un peu plus dans la principauté australienne. C'est 4, ouais. Et la guerre réellement entre 39 et 45, mais ça commence en 14-18, ça fait une pause en 14-18 et puis ça reprend réellement en 39. Voilà, enfin, on en avait déjà parlé. Et donc, voilà, ce dessert a pris vraiment un essor, en Belgique. Comme James. Voilà. En France, en Suisse, au Québec, au Nouveau-Brunswick, qui est une petite région à côté du Québec, et aussi, et surtout, en principauté d'Austrasie. D'ailleurs, si vous voulez m'inviter à manger une petite bûche, pas de refus. Allez, débriefons alors. Restez avec nous, les amis. Radio27.be, bien entendu.